que ici, on est en France actuellement dans un mouvement social extrêmement important, intense, historique. On se rend compte, puisqu'on s'inscrit tous, on est tous un peu militants, on se rend compte du traitement de l'information qui est fait par rapport à nos actions, à nos luttes. On voit quel déphasage il peut y avoir entre la presse classique et puis la réalité. On imagine que plus on s'éloigne géographiquement, plus les mensonges peuvent passer, plus on peut avaler de couleuvres, et plus il est difficile aussi de rétablir un semblant de vérité, même s'il y a toujours des discussions possibles sur la réalité des différents pays dans lesquels il y a une actualité en ce moment. Donc, je pense que la meilleure façon de commencer, ce serait peut-être de vous passer une petite vidéo qui va durer une dizaine de minutes et qui est en fait deux interviews d'un militant français, journaliste, écrivain, qui s'appelle Romain Migus, qui a vécu plusieurs années au Venezuela. Je pense qu'aujourd'hui il est revenu en France, mais il reste un correspondant, notamment dans les deux petites interviews que vous allez voir, reste un correspondant de certaines chaînes de télévision comme RT France, parce que c'est là qu'on a pris les vidéos, et qui peut introduire la discussion parce qu'il parle des derniers événements et il les inscrit un peu dans un contexte général sur la diabolisation qui est faite actuellement du président Nicolás Maduro. Je vous propose qu'on commence par regarder ça. C'est plus du son que d'image, mais enfin je vous le passe comme ça, et puis peut-être que ce sera une occasion de discuter entre nous. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Juan Guaidó est... D'accord. Bon, je pense que c'est une introduction, mais en même temps, moi je me suis mis là pour animer une discussion. Hein. Donc peut-être vous êtes venus ici avec des questions, ou peut-être vous êtes venus pour donner votre point de vue à vous. Donc je vous laisse la parole tout de suite, et puis on rebondira peut-être avec des éléments plus concrets, mais c'est peut-être l'occasion de commencer le débat maintenant. À vous. Une solution négociée avec des gens avec les gens qui la passent à lui, Maduro, ça va être extrêmement difficile en fait. Parce que globalement, ce sont des putschistes. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure dans leur revendication. Ils veulent reprendre, c'est clair, c'est une histoire de pognon, ils veulent simplement remettre la main sur les ressources naturelles du Venezuela. C'est tout ce qui a été fait en termes de social, de nourriture, enfin, c'est peut-être là où ça choque un petit peu, en fait, ils sont peut-être pas allés assez loin d'ailleurs, dans la révolution bolivarienne. Mais globalement, c'est qu'une histoire de pognon. Il n'y a rien, on voit bien, en fait, dans la dernière intervention, l'instrumentalisation du boucan prolétariat. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, en fait, les petits truands, les petites merdes, qui descendent dans la rue pour tirer, et ça va justifier toutes les interventions armées derrière. Donc à mon sens, il est un peu acculé, Maduro. Heureusement qu'il a l'armée et le peuple derrière lui. Mais bon, le message qui ne va pas transparaître dans ces putains de soi-disant démocraties occidentales, ça va être Maduro, c'est un facho. Parce que justement, à un moment, il faut leur rentrer dans le chou. Quoi. À mon sens, il n'y a pas de demi-mesure possible là. Parce que ces gens-là ne sont pas dans la demi-mesure en face. Ils ne vont pas négocier, ils ne vont rien négocier, ils vont vouloir tout reprendre. Ce qu'il a fait lui, c'est un vrai coup d'État, l'autre espèce de Guaidó là. C'est un coup d'État, il n'y a pas des arts. Il essaye de fomenter des coups d'État. L'histoire contre les deux centrales nucléaires, c'est quand même pas les centrales nucléaires, les centrales électriques, c'est aberrant. C'est une véritable attaque, c'est une attaque militaire. Même si ce n'est qu'informatique, maintenant l'informatique c'est une arme de guerre, au même titre qu'une bombe nucléaire ou qu'une bombe lambda et compagnie. Et il en parle bien, c'est dans le dernier intervenant. Manifestement, ils attendent que ça, en fait, qu'il y ait quelques éditions de sang pour leur tomber sur la gueule et tout remettre à néant, quoi. Histoire de se réapproprier. C'est ce qui s'est passé en Irak.
En Irak, en fait, les avions, ils arrivaient, ils bombardaient, et puis derrière, il y avait les mecs de l'armée américaine avec l'attache équaise. Et je viens signer un contrat pour le puits de pétrole, quoi. C'est exactement, on se retrouve exactement dans le même schéma, en fait. On n'en a rien à foutre des gens, on n'en a rien à foutre de rien, de l'égalité ou quoi au caisse, de la volonté des peuples. Ce qu'on veut, c'est prendre des ressources naturelles. C'est l'essence même de ce système, en fait. C'est le pillage et puis c'est marre, quoi. Et on est en plein dedans, là, on est en plein dedans, quoi. Et c'est presque, c'est Sarajevo, hein. Enfin Sarajevo en 1914, quoi. On est globalement dans le même schéma. C'est assez dramatique. Hein. Tu parlais de l'Irak il y a un instant. Ce qu'il faut savoir aussi avec l'Irak, et qui est dans le même cas avec le Venezuela, et dont on parle moins, mais qui est toujours un problème majeur dans la situation actuelle au Venezuela, c'est les sanctions économiques. Parce que quand on parle de sanctions économiques, on ne voit pas trop ce que ça veut dire en réalité. Mais en réalité, ça veut dire que les États-Unis, grâce à l'aberration qui est leur législation sur le dollar, qui permet aux États-Unis de faire valoir les lois américaines dès lors qu'un dollar est utilisé dans une transaction financière, et vu que toutes les transactions internationales sont faites en dollars, ça veut dire que la loi américaine s'applique partout dans le monde. Les États-Unis utilisent cela pour dire tel pays, je le mets sous embargo. Et donc, ce n'est pas directement le pays qui est touché, mais c'est tous les autres pays du monde qui se retrouvent interdits de commercer avec ce pays-là. C'est une stratégie qui sert les États-Unis pour dire, vous, les autres pays du monde, vous n'avez pas le droit de faire du commerce avec eux, et nous, on va le faire. Donc ils s'arrogent un monopole commercial avec des pays, et lorsque ces pays refusent, ils se retrouvent incapables de faire du commerce, et donc, du jour au lendemain, tout le commerce international est bloqué. Et dans un monde qui, à l'heure actuelle, est ultra mondialisé, au niveau des échanges commerciaux, c'est une catastrophe immédiate. En Irak, lorsque les premières sanctions économiques sont tombées, du jour au lendemain, le pays était en état de famine. Les sanctions économiques, c'est une arme de guerre. Les sanctions économiques, ça cause des morts, et des morts massifs. Ça empêche des pays d'importer des médicaments, ça empêche des pays d'apporter de la nourriture lorsqu'ils ne sont pas autosuffisants alimentairement, et c'est le cas de beaucoup de pays dans le monde. Ça paralyse complètement l'économie d'un pays, notamment un pays comme le Venezuela, qui est un pays exportateur de pétrole, exportateur de matières premières, qui ne peuvent plus exporter comme ils le peuvent, et vu que cette manne pétrolière, cette manne de ressources naturelles, cette grande richesse du Venezuela leur permet de financer toutes les actions sociales, toute l'économie interne du pays, toute la vie du pays, se retrouve avec le robinet fermé, et du coup on se retrouve à dire « Oh regardez, les pauvres Vénézuéliens, ils n'ont pas assez de nourriture dans leur supermarché, il y a une misère sans nom, et les gens fuient le pays parce qu'ils n'arrivent plus à y vivre. » Mais tout ça prend ses racines dans les sanctions économiques. Et donc c'est des actes de guerre. Il y a beaucoup de gens qui ont fui le pays, pas parce qu'ils étaient particulièrement anti-Maduro ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que la réalité des choses à l'heure actuelle, c'est que ces sanctions économiques fonctionnent et que le pays est en grande détresse économique. Et moi, je salue grandement le peuple vénézuélien dans sa grande majorité qui continue de soutenir la révolution bolivarienne parce qu'ils ont vu les résultats de la révolution et à quel point leur vie s'est améliorée et continuent de soutenir Nicolás Maduro, continuent de soutenir l'héritage chaviste parce qu'ils savent que même si ça va mal, ce n'est pas la faute de leur gouvernement et qu'ils continuent de le soutenir. Mais tout ça a pour but de les pousser à bout pour qu'ils ne finissent par ne plus soutenir le gouvernement et de permettre à la droite de reprendre le pouvoir et de pouvoir brader toutes ces ressources aux firmes internationales et notamment aux firmes américaines. Il y a un des dirigeants de l'opposition, l'un dénommé Lopez, qui s'est réfugié à l'ambassade du Chili, je crois. Espagne, à l'ambassade d'Espagne. Mais ce type-là, du coup, j'ai entendu son nom, j'ai fait quelques recherches aujourd'hui sur Internet, là. Je me suis rendu compte qu'il avait déjà été condamné à 13 ans de prison ces dernières années.
il les a jamais fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait quelques années, il a été libéré. C'est-à-dire que le gouvernement a été relativement cool avec lui par rapport à ça. Il était toujours là en liberté totale d'agir, alors qu'il avait été condamné plusieurs fois pour corruption ou pour, si je puis dire, volonté de tentative de coup d'État. Il avait été mêlé dès 2002 au coup d'État, à la tentative de coup d'État contre Chavez en 2002. Vous savez, il y a eu un putsch qui a duré, je ne sais plus, quelques jours, 57 heures, je crois, de mémoire, hein, où Chavez avait été prisonnier, etc. Et puis finalement, le peuple est intervenu en 2002 et avait libéré en quelque sorte Chavez. Hein, donc c'était une tentative. Et puis donc il y a une série de personnes qui ont été mises aux arrêts. Lui était lié à ça, mais il avait été laissé en liberté, hein, de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que pour une dictature, selon les médias, on a comme une situation incroyable. C'est-à-dire que ce Guaido, qui s'est autoproclamé là, le 23 janvier, il est président. Qu'est-ce qu'il était si ce n'est président d'une Assemblée nationale, une Assemblée nationale autoproclamée déjà, si je puis dire, qui ne respectait pas les élections de 2017 et la mise en place de l'Assemblée constituante. Actuellement, dans un processus constituant, il y a une nouvelle constitution qui doit être adoptée à l'issue d'un processus de réforme des institutions qui va durer 2 ans, là, qui a commencé en 2017, pour aboutir en 2019. Hein, et en juillet 2017, hein, si ma mémoire est bonne, il y a eu une assemblée constituante qui a été élue dans un processus populaire, avec y compris des représentants de syndicats, d'associations, plus des gens qui ont été élus dans des circonscriptions uniques, pour améliorer la démocratie vénézuélienne et faire un processus d'adoption d'une nouvelle constitution qui doit être adoptée par référendum. Normalement, c'était prévu là pour 2019, dans les semaines à venir. Je ne sais pas si le processus va être un peu brisé, j'espère pas en tout cas. Et donc la vieille Assemblée nationale, Guaido considère, on a une situation de double pouvoir en fait au Venezuela. C'est-à-dire qu'il y avait comme deux assemblées qui se réunissaient dans 2 bâtiments qui se faisaient face, un truc assez incroyable. Hein. Les gars, ils prenaient des lois, enfin ils pondaient des textes, sans aucun pouvoir, qui n'avaient aucune possibilité de se réaliser quoi que ce soit. Donc le type, à un moment donné, il lance une volonté d'être président, alors qu'il n'y a aucun texte dans la Constitution qui dit que le président de l'Assemblée nationale peut être président en plus. Enfin, il déclare qu'il est président. C'est nier le fait que Maduro, qu'on le veuille ou non, a été élu en 2018, l'an passé. Il y a eu une élection présidentielle. Il a été élu pour un 2e mandat. Il a été élu pour un 2e mandat, il est président. Certes, une partie de l'opposition a boycotté ces élections. Oui, on prétend qu'il a triché. C'est ça que disent dans les médias. Oui, mais il y a eu des observateurs internationaux, oui ou non? Mais que les gens boycottent les élections, ça arrive, ça. À toute élection, on entend ici, il y en a qui veulent boycotter les élections, pas aller voter, etc. Ils n'étaient pas dedans, je veux dire, de ce point de vue-là, je veux dire, alors après, on pourra titiller, on pourra titiller et dire que pour se présenter à l'élection présidentielle, les représentants de certains partis ne pouvaient pas se représenter sous ce parti-là. Il fallait réenregistrer les partis, parce qu'ils avaient décrété, effectivement, que tous les partis qui avaient boycotté les élections régionales ou municipales, je ne sais plus si c'est régional ou municipal en 2017, qui avaient été battus par les électeurs, quoi, de fait, puisque le gouvernement Maduro avait dit que, en tout cas, ils avaient péché par atteinte à la République, quoi, en quelque sorte. Ils avaient montré leur volonté de toujours boycotter, de jamais être un peu constructif, y compris même pour une simple élection régionale ou municipale. Et donc, en fait, ils étaient, délégitimes, ils étaient illégitimes, plutôt, voilà, c'est ça le terme, illégitimes, pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Ils pouvaient le faire, mais simplement, d'autres personnes, pas les personnes membres de ces partis-là, il y a toute une série de nouveaux partis qui ont été enregistrés, etc. Bon, on peut regarder ça peut-être de façon... nous, on le voit d'ici, quoi.
Mais moi, je dirais qu'on le voit dans un processus, là-bas sur place, où il y en a qui, comme ils ont perdu les élections plusieurs fois, ils ont utilisé maintenant les armes du boycott des élections. Mais c'est une marque de faible, ça, hein, le boycott des élections. Pour essayer de gagner... En parallèle, tu mets Asselineau en France qui déclare un boycott, et puis rien n'est légitime, puisque Voilà. Asselineau a boycotté les élections. Ils essayent d'avoir la légitimité de leur côté, mais ce que tu boycottes, à un moment donné, il y en a qui participent, qui se font lire. Dans n'importe quelle démocratie du monde, aux États-Unis, je ne sais pas, il y a peut-être 30% des électeurs qui votent, quoi. Il y a 70% d'abstention, 60%, ça fait 50 ans que ça dure comme ça. Hein. Ça ne les gêne pas. Hein. Tous les présidents américains, ils sont élus avec des taux de participation très faibles. Ça, c'est la plus grande démocratie du monde. Pas de problème. Ça fonctionne, c'est normal. Mais je pense que c'était quoi l'élection présidentielle Je ne sais pas si quelqu'un a les chiffres, on peut vérifier sur Internet, je crois. 50% de participation, il y a eu 50-55 aux élections présidentielles. Moins de 50%. Moins de 50. Et même avec ça, la majorité des voix étaient pour Clinton et c'est Trump qui était élu. Non, je parle au Venezuela. Ah, Venezuela, non, il y a beaucoup plus. Il y avait comme un fort taux d'abstention. Il y avait une abstention supérieure à ce qu'il y a d'habitude, mais il y avait quand même plus de la majorité des gens qui ont été votés. Voilà. Bon, donc après on peut dire, voilà, ça montre, c'est sûr qu'il y a des difficultés, il y en a qui ne comprennent pas le processus, il y a les attaques, il y a les difficultés économiques qui sont organisées par les sanctions financières et économiques. Ceci dit, malgré ça, il y a quand même au moins la moitié de la population, voire plus, qui sont mobilisés et qui participent. Mais au nom de ça, on dirait que c'est légitime, parce qu'il y en a qui ne veulent pas les voter, qui veulent boycotter. Je veux dire, pourquoi ce serait légitime aux États-Unis, ce serait illégitime au Venezuela? Il y a quelque chose qui est complètement incohérent de ce point de vue-là. Parce que celui qui gagne, ça ne nous plaît pas, quoi. C'est ça, en fait, en gros, du point de vue des Américains. Il y a 46% de participation. Il y a eu 46% de participation. Oui, bon, c'est un taux qui, ceci dit, il y a des pays en Europe de l'Est où des fois les élections, ils sont tellement dégoûtés que c'est encore moins. Il a fait 68%. Il a fait 68%. Bon, je pense que Macron a fait moins. Mais, tu vois, voilà. Non, je pense que, moi je nie pas qu'il y a des difficultés qui sont les difficultés auxquelles le pays est confronté. Mais malgré ça, malgré, je veux dire, parce que quand même, Maduro il est soutenu par personne. Hein. La République bolivarienne, puisque c'est le nom qu'ils donnent, est soutenu par personne. Ils ont quand même, je dirais, c'est une petite île entourée d'adversaires, quoi. Je veux dire, les États-Unis, c'est quand même une puissance juste à leur porte. Maintenant, ils ont les Brésiliens qui leur font la guerre juste à côté, suite au dernier résultat avec Bolsonaro qui est arrivé au pouvoir. Ils sont dans une situation difficile. Alors bon, et malheureusement, économiquement, ils ont des adversaires à l'intérieur. C'est ça le problème peut-être. C'est ça qu'il faudrait qu'on discute, peut-être d'autres films ou d'autres éléments. Parce que un élément important peut-être par rapport à ça, moi j'entendais hier par exemple à France Inter, donc les mecs qui sont dans le scénario catastrophe depuis plusieurs jours sur voilà, ça va exploser, c'est le moment ou jamais, Trump soutient, etc. Et ça a fait pchit, enfin, je veux dire, on peut même pas mentir, quoi. Il n'y a personne qui a suivi, enfin, c'est un truc qui, visiblement Guaido s'est ridiculisé. Et donc maintenant on est dans l'explication journalistique, au moins à France Inter, en disant « Ouais mais quand même c'est bizarre, c'est vrai que Trump il s'est peut-être fait embarquer dans un truc avec ce Guaido, peut-être qu'il n'est pas si soutenu. S'il passait aux élections maintenant, s'il se présentait, c'est même pas sûr qu'il serait élu. » Et puis ils s'étonnent sur ce qu'ils appellent, c'est vraiment leur mot, ce qu'ils appellent la résilience du régime chaviste. Parce que pour eux c'est une dictature, hein, mais la résilience du régime chaviste, finalement c'est plus soutenu que ce qu'on croyait. Donc maintenant ils sont capables d'avouer ça, hein, du coup, maintenant que ça ne marche plus, ce qu'ils attendent c'est effectivement un martyr. Mais la question qu'on pourrait poser, puisqu'on parle politique, c'est pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des régimes qui ont tenu beaucoup moins longtemps que ça. Je pense notamment à l'élection de Salvador Allende au Chili, il y a bien longtemps, à ma naissance, mais donc qui était beaucoup plus fragile visiblement, parce que là aussi il y a eu le même genre d'agression patronale, des blocages, une activité très intense des États-Unis pour mettre un dictateur à la place, etc. Et du coup ça n'a pas tenu. Donc la question c'est peut-être pourquoi au Venezuela ça tient malgré tout, alors que l'économie est
dans un état catastrophique. Enfin, on comprend par rapport à l'étranglement, à la guerre économique menée par les États-Unis, notamment, mais ça me semble être une position. Enfin, mis à part le fait de désigner l'agresseur comme étant les États-Unis essentiellement, là-dessus on va être d'accord. Il y a aussi pourquoi est-ce que ça marche pas au Venezuela? C'est une question importante quand même. À mon sens, ça marche pas parce que l'armée est légaliste. Hein. L'armée, en fait. Mais ça n'a pas c'est la toujours voix du été. peuple. Tu prenais l'exemple dans l'Argentine, c'est l'armée qui a renversé Allende. Tu vois, bon, c'est vrai qu'il y a eu déjà une mise en place par les mouvements de droite, enfin les routiers et compagnie, mais enfin les transports routiers, la paralysie, c'est ce qui est en train de se passer au Venezuela. La différence majeure, c'est qu'à l'époque, l'armée a embrayé, en fait, tu vois, pour monter le coup d'État, pour foutre des putschistes au gouvernement. Ce qui ne se passe pas au Venezuela, c'est la chance du Venezuela, sinon il serait déjà tombé. Si l'armée... C'est Pardon. pas une chance du coup. J'ai pas- C'est pas une chance de l'accord du Venezuela, c'est peut-être construit. Tu vois ce que je veux dire? Que si ça tient là alors que ça n'a pas tenu au Chili, c'est peut-être parce que justement c'est pas une chance et que ça a été le résultat d'une construction politique en fait, d'une activité politique depuis Oui, longtemps. mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a le mouvement chaviste, globalement, il a une véritable adhésion populaire, même au sein de l'armée. Ce qui n'était pas le cas dans le mouvement Allende, où c'est, bon, enfin, on connaît l'histoire de l'Argentine et compagnie, avec tous les SS qui ont été se réfugier là-bas, ça remonte à loin, il faut refaire aussi, repartir un petit peu dans l'histoire un peu plus loin, tu vois. Mais ce qui ne s'est pas passé au Venezuela, quoi, à la limite, tous les fachos, les nazis ne sont pas réfugiés au Venezuela. Donc il y a aussi une construction certainement politique des gens qui est différente, surtout dans les corps constitués. C'est peut-être Tu le vois. moment de... Je me permets, on vous a caché un intervenant, parce que parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît bien le Venezuela, et peut-être c'est le moment de... Alex, c'est un camarade qui est journaliste sur le site Investigation, que vous connaissez peut-être, avec Michel Colomb, qui est d'origine espagnole, et on le présenterait comme un expert du Venezuela s'il passait à la télévision ici.